Bonsoir. Hésitez, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, au moment de basculer dans le sommeil, vous trouvez au fond de votre chambre? Il y en a certains parmi vous qui se disent... Tout, si je vous pose la question, c'est parce que de très sérieuses études américaines et soviétiques nous apprennent que des millions et des millions. Alors évidemment, ça fait une drôle de surprise. Vous vous retrouvez collé et ça, décorporation, dédoublement, sortie du corps ou encore voyage astral. Astral, bien sûr, à condition d'aller vous promener avec votre double un petit peu plus loin que dans votre chambre ou dans votre appartement. Alors, bien sûr, vous avez parfaitement part de ce que je vous raconte, mais restez quand même avec nous, parce qu'on va vous montrer quelqu'un. Puis après, et des spécialistes, et vous pourrez alors, comme à l'accoutumée, dans la vallée, ces mystérieux objets volants, ni phénomène naturel, ni fabrication de son corps pour la première fois à l'âge de 9 ans. Depuis, il n'a pas cessé de faire voyager son double ici-bas ou dans d'autres mondes. Un crime à Chicago que la police ne peut élucider. C'est la victime, 6 mois après sa mort, qui révélera le nom de son assassin et donnera des preuves pour le faire arrêter. La voyance en héritage. Depuis 1830, de mère en fille, elle forme une dynastie de voyantes. La petite Marion, âgée de 5 ans, témoigne déjà d'un don certain. S'agirait-il d'une disposition héréditaire? D'où venaient les milliards du mystérieux abbé Saunière? Il est mort en emportant son secret dans sa tombe. Mais des années plus tard, continue à Rennes-le-Château. Les ovnis, c'est-à-dire bien sûr les objets volants non identifiés. On sait depuis la fin des années 40, quand des études officielles ont été lancées, que la plupart du temps il s'agit soit d'erreurs de perception de phénomènes naturels, soit tout simplement que ces deux explications. Et parmi ces autres cas, sans doute, les multiples phénomènes qui ont pu être observés dans la vallée d'Esdalen en Norvège. C'est dans une des régions les plus froides et les plus isolées de la Norvège que se trouve la vallée d'Esdalen. Où le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, en 1981, cette vallée sans histoire est devenue le centre d'intérêt de nombreux scientifiques. La première fois que je suis allé à Esdalen, c'était en septembre 1980. Ici, et là-bas, j'ai réellement vu ce que l'on racontait sur les ovnis de mes propres yeux. C'était une expérience capitale pour mes recherches. Quelques kilomètres de cette petite ville que plusieurs fermiers de la vallée ont observé. Il n'y a que 150 habitants dans la vallée d'Esdalen. Les fermes sont très isolées et pourtant tous les témoignages concordent. Le 25 janvier 1981, à 16h, il fait déjà nuit. Les journées sont très courtes en hiver. Comme tous les après-midi, vers son hangar pour y chercher des bûches. Quelques semaines auparavant, Björn a vu au loin des lumières étranges qui ne ressemblaient ni à des avions ni à des étoiles filantes, et qui avaient disparu aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Björn s'est demandé s'il n'avait pas rêvé, mais ce jour-là, il n'aura plus aucun doute. Björn n'en croit pas ses yeux. À
À quelques mètres au-dessus de lui, un objet d'une luminosité prodigieuse glisse silencieusement dans le ciel et s'immobilise un instant. Et quelques moments plus tard, l'objet disparaît à une vitesse fulgurante derrière les montagnes. L'objet est resté immobile, entouré de lumière diffuse. Très peu de lumière. Il s'est figé environ 5 minutes, peut-être plus. Tout d'un coup, il s'est complètement illuminé. Puis il est monté droit dans le ciel, d'un seul coup. Il n'émettait aucun son. Cette nuit-là, Björn n'a pas dormi. Était-il le seul dans la vallée à avoir vu cet objet incroyable? Et le reverrait-il un jour? Le lendemain matin, à quelques kilomètres, un autre fermier, Jon Arvid, accompagné de son chien Chuck, s'enfonce dans la forêt pour couper du bois. Chuck paraît nerveux. Il est pourtant si placide d'habitude. Jon ressent lui aussi, sans se l'expliquer, une certaine angoisse. Les élans semblent inquiets. Chuck a besoin d'être rassuré. Que se passe-t-il? Jon a déjà éprouvé la même tension. C'était il y a quelques semaines, juste avant d'apercevoir au loin des formes lumineuses dans le ciel. Il scrute l'horizon. Et soudain... La forme gigantesque et luminescente ralentit en passant au-dessus de lui, puis accélère brusquement et disparaît. Chuck tente de le poursuivre pendant quelques mètres. Le fait que cela se passe souvent dans notre vallée, c'est ce qui nous fait le plus réfléchir. Pourquoi viennent-ils dans cette vallée précisément? On se pose beaucoup de questions à ce sujet. On a une théorie. C'est qu'ils ont peut-être perdu un de leurs engins ici et qu'ils essayent de le récupérer. Jon est resté longtemps dans le froid à contempler le ciel, mais il n'y avait plus rien. Il fallait rentrer. La nuit tombe vite. À quelques kilomètres de là, dans la petite ferme de la famille Meux, Hugues et sa femme Marie ont fini le travail de la journée. Hugues a déjà entendu parler de ces mystérieuses lumières, mais il n'en a jamais vu et il n'y croit pas. Mais le grand-père, lui, en a déjà vu plusieurs fois, et il s'assoit souvent à la fenêtre de sa chambre dans l'espoir de les revoir. J'espère qu'on va savoir un jour vraiment d'où ils viennent, de quelle espèce ils sont. Des questions sans réponse aujourd'hui. Je suis sûr que ce sont des extraterrestres qui habitent ailleurs, dans l'espace. Parce que les lumières apparaissent, elles s'arrêtent et puis elles disparaissent à des vitesses incroyables. Ce soir-là, le grand-père est à son poste d'observation. Va-t-il enfin revoir ces objets lumineux qui le font tant rêver? Il est 17h. Rien d'intéressant à la télévision. Hugues en profite pour enfin réparer le verrou de la cave. Le grand-père est fasciné. Les lumières ne sont jamais venues si près. C'est la première fois qu'il les voit aussi nettement. Pour Marie, c'est l'occasion de prouver à Hugues que les lumières existent vraiment. Elle l'appelle. Mais le temps de remonter de la cave, il est trop tard. Le ciel est redevenu noir et Hugues repart, n'y croyant toujours pas.
Hugues, lui, il ne croyait pas du tout ce que je disais. Il ne croyait pas non plus mon père. Et à chaque fois, il préférait aller se coucher le soir plutôt que de venir observer le ciel avec nous. Ce soir-là, Marie et son père vont tenter de convaincre Hugues. Mais il reste toujours aussi sceptique. Pourquoi seraient-ils les seuls dans la vallée à voir ces lumières insolites ? Dès le lendemain matin, Marie décide d'en avoir le cœur net. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais parlé de ces phénomènes. Mais ce jour-là, elle téléphone aux fermes voisines. Et elle apprend avec soulagement qu'eux aussi ont vu quelque chose. Björn propose alors une expédition en scooter des neiges à la tombée de la nuit, pour aller de l'autre côté de la montagne, là où les lumières ont disparu. Devant l'insistance de ses voisins, Hugues accepte de partir avec eux. Pourtant, il ne croit toujours pas à l'existence de ces apparitions étranges. Il est 16 heures. La nuit est glaciale. Le chemin est long et difficile. Pour accéder au plateau qui leur offrira la meilleure vue sur la vallée et la montagne, il faut quitter la route et couper à travers bois. Au bout de 3/4 d'heure, Hugues veut abandonner. Il a froid, il est fatigué et ils sont encore loin. Le jour de l'expédition, je suis resté sceptique pendant tout le trajet jusqu'à la montagne. Même lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, j'avais envie de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Surtout que le temps était assez mauvais. J'étais sûr qu'on ne verrait rien. Mais les autres veulent continuer. Hugues doit céder. Il serait dangereux de retourner tout seul à la ferme. Plus tard, ils ont enfin atteint le plateau et leurs efforts seront récompensés. Les 3 hommes vont assister à un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Une lumière est descendue dans la vallée. Elle est restée sur le flanc de la montagne. Juste après, il y a eu une deuxième lumière qui est descendue. À la fin, il y avait 3 lumières en face de nous, dans la vallée. Captivé par ce balai de lumière, comprend enfin que Marie avait raison. Il y a bien des objets fantastiques qui survolent la vallée d'Esdalen. Après, celui du milieu s'est éclairé très très fort. Puis il est monté vers le ciel à une vitesse extraordinaire, en déversant de multiples couleurs. Et lorsqu'il est arrivé très haut, l'un des autres objets est descendu. Il a pris la place de celui du milieu. Pendant plus d'1 heure et demie, les 3 hommes vont observer avec émerveillement le jeu incompréhensible de ces formes lumineuses. Essaie-t-elle de leur transmettre un message?
sont-elles, elles aussi, en train de les observer? Transis de froid, ils doivent à regret quitter les sublimes lumières qui les ont enchantés pendant plus de 2 heures. Björn, Hugues et Jon n'ont pas été les seuls témoins de ces apparitions mystérieuses. De l'autre côté de la frontière, en Suède, de nombreuses personnes ont fait les mêmes observations. La télévision suédoise a diffusé un flash spécial sur ce phénomène. Certains témoins l'ont photographié. Des formes lumineuses ont été aperçues jusqu'à 150 km de la frontière norvégienne. Un des objets a même été filmé. Astronomiska experter och försvarsstaben hävdar att folk har sett förklarliga ljusfenomen. Au cours des mois suivants, les témoignages se sont multipliés. Devant l'ampleur du phénomène, en 1984, après 1 an de préparation, une équipe de scientifiques scandinaves, en collaboration avec l'armée norvégienne, va installer une base d'observation dans la vallée d'Esdalen. Pendant 1 mois, 24 heures sur 24, les scientifiques ont recueilli des informations très précises grâce à des instruments de mesure extrêmement perfectionnés. Et tout à coup, les lumières sont arrivées. On était extrêmement surpris, car on ne s'attendait pas à les voir lors de notre premier jour d'observation. 1 an plus tard, la même équipe est revenue vérifier les résultats obtenus. Les conclusions des 2 projets Esdalen sont étonnantes. Certaines formes lumineuses observées dans la vallée atteignent jusqu'à 30 000 km/h. Elles ne peuvent provenir ni de phénomènes naturels, ni d'objets fabriqués sur Terre. Un 3e projet d'observation est en préparation. Peut-être apprendrons-nous enfin la véritable nature de ces objets volants non identifiés qui continuent d'illuminer mystérieusement le ciel de la vallée d'Esdalen. Bon, alors naturellement, quand on voit ce que l'on vient de voir, on a effectivement du mal à penser qu'il puisse s'agir d'un phénomène naturel, météorologique, et a fortiori, bien sûr, d'un quelconque engin que l'homme aurait construit. Alors c'est de cela dont on va parler maintenant avec nos 3 invités. Patrick Chassagneux est ingénieur à Météo France. Perry Petrakis, les téléspectateurs de Mystère le connaissent, il était venu pour une autre affaire d'OVNI, l'OVNI de Trans-en-Provence. Il est ufologue et il édite et dirige la revue Phénoména. Et puis mon ami Pierre Colère, astrophysicien et journaliste bien connu des auditeurs de RTL. Perry Petrakis, vous, votre travail, c'est de collecter tous les témoignages, enfin le maximum de témoignages possibles sur ces phénomènes d'OVNI. Est-ce que vous avez des critères de classement? Est-ce que Esdalen rentre, comme je le disais, dans la catégorie vraiment des vrais OVNI, c'est-à-dire de ceux qui sont absolument pas identifiables? Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir présenté cet excellent reportage car il permet de faire connaître au public français un cas tout à fait étonnant qui a des caractéristiques étonnantes. Alors ces caractéristiques sont d'abord la durée, nous l'avons vu, 5 années, plus de 4 années et demie en tout cas. Le nombre de cas, 188 répertoriés sur ces 5 années. Et le nombre de témoignages aussi. Et le nombre de témoignages, tout à fait étonnant. La répartition géographique, qui finalement, ça se situe sur une très petite échelle, puisque la vallée fait une douzaine de kilomètres de long. Et puis le fait quand même que ces phénomènes ont été bien enquêtés par les témoins, par les enquêteurs qui étaient sur place, et que, ma foi, 10 ans après la fin, je dirais, de cette vague, personne n'était en mesure d'apporter une explication satisfaisante en termes conventionnels. Alors, procédons par ordre. Là, je pense surtout à Patrick Chassagneux. On peut écarter l'hypothèse d'un phénomène naturel. Moi, la première idée qui me vient à l'esprit, elle est peut-être idiote, c'est qu'on est près du pôle. Et le pôle magnétique, c'est quand même le pays des aurores boréales, c'est le pays de tas de phénomènes qu'on ne trouve pas ailleurs dans le monde, hein. Oui, effectivement. Mais les aurores boréales sont bien connues, donc ce phénomène est quand même très différent. Et puis une aurore boréale occupe tout le ciel, n'occupe pas simplement une petite boule.
Donc c'est quelque chose de différent. Il y a aussi un autre phénomène qui est très important près des régions froides, sont les inversions de température. Les inversions de température, oui. C'est-à-dire que l'air, au lieu de se refroidir quand on monte en altitude, il se réchauffe. Et ça peut expliquer ce qu'on voit? Et ça peut expliquer des lumières qui apparaissent dans le ciel. Mais on n'aura pas ce genre de lumière, pas aussi nette et pas avec ces mouvements erratiques tels que l'on a vu. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, beaucoup d'autres endroits dans le monde où il y a eu des phénomènes semblables? C'est assez rare que nous ayons des cas comme ça de vagues qui durent aussi longtemps et qui soient aussi bien étudiés. Cela dit, il existe par exemple en Argentine, dans la province de Cordoba, une région qui s'appelle le mont Uritorco, où il y a beaucoup de phénomènes récurrents comme ça. Et puis nous avons eu en France également une affaire tout à fait intéressante qui s'est déroulée sur moins longtemps, puisque ça a duré 2 mois, dans les années 75, durant l'hiver 75 en fait, dans la région du lac du Der et du bois du Ham dans la Haute-Marne. Bon, alors Patrick Chassagneux, vous écartez le phénomène météorologique et naturel. Oui. Je voudrais quand même connaître quel est votre sentiment quand vous voyez ce qu'on vient de voir. Alors je suis très perplexe parce que, bon, je ne sais pas. Ne sais pas. Enfin, il n'y a rien de météorologique là-dedans. Je ne pense pas. Bon, Pierre Koller, l'astrophysicien. Est-ce que je dis une bêtise si aujourd'hui la plupart des astrophysiciens sont bien obligés d'admettre la possibilité d'une vie extraterrestre? Oui, je crois que tout le monde aujourd'hui l'admet. Bon, vous savez que la vie, déjà, premier point, on a pu montrer qu'elle découlait normalement de la matière inerte. Je veux dire que sur Terre, les éléments qui constituent la matière minérale sont les mêmes que ceux qui constituent la vie. Bon, les atomes de la vie, les 4 atomes principaux, vous le savez, carbone, oxygène, azote, hydrogène, existent déjà sur Terre, existent dans l'univers. On les a détectés par radioastronomie, ils sont partout dans l'univers. Alors, donc, pas de problème, la vie est un phénomène normal. Ces trucs-là, Pierre, ces lumières... puisqu'aucune explication, je dirais, terrestre n'est susceptible d'éclaircir ce mystère, alors il faut tout de suite parler d'extraterrestres? Tout de suite, non. On n'en sait rien. Je veux dire que, vous savez, la science ne résout pas toutes les questions tout de suite. Il y a des surtout mystères. Pas les mystères, elle est impropre à les résoudre. Celui-là en est un. Bon, les ovnis, moi ce qui me gêne quand même, je vais vous dire, il y a un côté qui me gêne dans le côté visite d'extraterrestres. Premier point, je vous l'ai dit, la vie existe certainement ailleurs, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Le fait qu'il y ait des planètes également, donc des supports pour cette vie. Maintenant que ces êtres éventuellement plus évolués que nous viennent nous rendre visite, c'est possible. Mais je veux dire que quand on les compare à ces phénomènes d'ovnis, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Et je vais vous dire quoi. Oui, on a quand même là des trucs... des objets, j'ai des lumières, elles se déplacent à une vitesse... Alors justement, est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce que ce n'est pas plutôt une perception du témoin qui peut être... Alors il y a 2 solutions. Ou bien le témoin est influencé par quelque chose d'extérieur intelligent, qui peut donc se rattacher tout à fait à de la vie extraterrestre, qui influe à distance par des procédés, par que l'on ignore encore. Et donc le témoin croit voir quelque chose, et ça pourrait expliquer le fait que ces lumières ou ces objets, quand il s'agit d'objets, disparaissent brutalement. Ça serait de l'hallucination collective? Non, je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire qu'un objet qui disparaît brutalement, simplement, peut-être qu'il n'existe pas physiquement devant le témoin, mais que le témoin est influencé dans sa pensée, dans son psychisme, et visualise, matérialise quelque chose qui est suggéré de l'extérieur. Suggéré par des extraterrestres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la deuxième hypothèse, peut-être la plus intéressante d'ailleurs pour des physiciens, deuxième hypothèse de travail, c'est que il y a dans l'univers des dimensions que l'on ignore peut-être aujourd'hui. Vous savez que nous vivons, c'est ce que disent actuellement tous les physiciens, dans un monde à 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Peut-être qu'il y en a d'autres, et que de temps en temps, pour des raisons que l'on ignore encore, certaines dimensions interfèrent. Et qu'à ce moment-là, on peut visualiser des choses qui n'appartiennent pas à notre univers actuel. C'est passionnant, ça, ce que vous nous dites, mais je voudrais tout de suite quand même opposer à cette théorie sur laquelle on reviendra, une affaire comme Trans-en-Provence. Parce qu'à Trans-en-Provence... C'est matériel, c'est vrai. Il y a eu des traces, et quand on a analysé les traces laissées par l'engin de Trans-en-Provence, on s'est aperçu que les modifications, notamment apportées aux plantes autour de l'impact, étaient absolument pas reproductibles en laboratoire, et que l'homme n'aurait jamais pu, aucun engin humain n'aurait pu provoquer ces transformations sur les plantes. Alors là... C'est vrai qu'il y a quelques cas... C'est un engin qui a voyagé. Il y a quelques cas comme cela, mais peut-être ne s'agit-il pas de... Je voudrais que vous expliquiez, Dieu sait si Pierre, c'est bien vulgarisé, mais c'est pas simple d'imaginer ce que vous venez de nous dire. Mais ça résoudrait le problème du voyage et de la durée du voyage. Parce que
si ce sont des engins qui viennent d'autres galaxies, il leur faudrait des centaines de milliers d'années pour venir. Si on imagine le voyage vers des étoiles ou à plus forte raison vers des galaxies, les temps seront immenses par rapport à la durée d'une vie. Même alors, avec bien sûr, des engins qui iront beaucoup plus vite que nos fusées aujourd'hui. Voilà, alors bien sûr, il y a la fameuse théorie d'Einstein qui dit que quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps se raccourcit. D'accord, pour ceux qui sont à bord, mais pour ceux qui sont sur Terre, imaginez une expédition qui part aujourd'hui, qui arrive dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Pour ceux qui sont à bord, ce sera toujours dans leur propre vie puisque le temps aura rétréci. Mais pour nous, que sera devenue la Terre dans 100 000 ans? Supposez que cette fusée soit partie des États-Unis, que seront les États-Unis dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans? Donc il y a un problème. Et je me dis dans l'autre sens, c'est forcément la même chose. Donc je crois que le voyage dans l'espace et dans le temps ne doit pas se faire de la façon dont on est allé sur la Lune avec Apollo. Ça, c'est une petite partie de notre histoire. Alors je vais vous prendre un exemple tout bête. On a fêté il y a 6 mois les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Imaginez qu'à l'époque, un type génial se soit dit, ben voilà, on est allé en Amérique en 3 mois, peut-être 15 jours, avec des super bateaux, avec de super moteurs, des voiles extraordinaires, on ira en 3 heures. Il n'aurait jamais imaginé Concorde. Concorde, c'est l'exploitation d'un autre milieu que la mer. À l'époque du temps de Christophe Colomb, jamais personne n'aurait imaginé les avions. Donc on est peut-être aujourd'hui dans la même situation. On imagine le voyage spatial avec des fusées, Apollo, etc. On extrapole toujours la technique d'aujourd'hui. On n'imagine pas la conquête de nouveaux milieux ou la découverte de nouveaux milieux. Je voudrais dire quand même que ces phénomènes ont été constatés et mesurés à l'aide d'instruments, puisqu'ils ont monté un camp, je dirais, de base dans des conditions très très difficiles, et on a pu en détecter au radar, mesurer des tas de choses diverses. Il n'y a pas 30 000 km/h, il n'y a pas un engin connu, Pierre, qui puisse se déplacer à 30 000 km/h à l'heure actuelle. Non, pas dans l'atmosphère en tout cas. Et puis dans nos matériaux à nous, c'est pas possible. Non. Alors, il y a bel et bien un mystère, c'est vrai que... C'est quoi, c'est un hologramme là qu'on a vu? Pourquoi pas? Non, je n'en sais rien. C'est une image télépathique envoyée par des Martiens? Quelqu'un qui donnerait une explication ferme aujourd'hui s'avancerait beaucoup. Bon, il faut reconnaître qu'il y a à certains moments des mystères que l'on ne peut pas résoudre. La science, vous savez, bon... Et là, c'est limite. Hein. Il faut du temps. Peut-être qu'un jour, ce phénomène sera expliqué. Je veux dire qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Merci Pierre Koller, Perry Petrakis et Patrick Chassagneux. Alors maintenant, attachez bien vos ceintures. Mystère va vous emmener en voyage. Pour des voyages absolument extraordinaires, de quoi donner corps, c'est le cas de le dire, à un rêve vieux comme l'humanité. Depuis toujours, l'homme a envie de voler, de planer dans les airs comme un oiseau. Pour certains, le rêve d'Icare serait une réalité. De tout temps, des hommes et des femmes de cultures très différentes affirment pouvoir sortir de leur corps physique et se déplacer dans l'espace. Cet étrange périple, c'est le voyage astral. Bernard Raquin, marié, père de 2 enfants, habite à Paris où il exerce la profession de psychothérapeute. C'est à l'âge de 9 ans que ma vie a vraiment changé de sens ou pris tout son sens à la suite d'une expérience très particulière. La première fois que je suis sorti de mon corps, je m'en souviens très bien, j'ai 9 ans à ce moment-là. Et un soir, je ne suis vraiment pas bien du tout, je suis malade, un peu terrassé. Je vais plusieurs fois aux toilettes pour vomir. Brusquement, je vois dans le couloir un petit garçon qui marche, qui me ressemble énormément et qui a le même pyjama que moi et qui est là et qui fait quelques pas. Il y avait lui qui marchait et moi en train de le regarder. J'ai été troublé parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. A priori, j'avais pas d'explication disponible. J'avais rien autour de moi qui pouvait me dire voilà ce que tu as vécu. En ce qui concerne l'authenticité du phénomène, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans le temps, premièrement, c'est un phénomène qui est attesté de tout temps. On en trouve la trace dans toutes les traditions. On peut en trouver la trace chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Hébreux,
Et si on remonte plus près de notre histoire, par exemple dans la tradition chrétienne, chez tous les mystiques chrétiens, chez les saints par exemple, le dédoublement, c'est-à-dire la sortie hors du corps, est quelque chose qui est très fréquent. Donc c'est quelque chose dont on a entendu parler depuis très longtemps, et c'est pas une invention du New Age, c'est pas quelque chose qui a quelques années, c'est pas un phénomène de mode. Après cette première expérience, la vie du petit Bernard a repris son cours. Ce n'est qu'à l'âge adulte que le phénomène a recommencé. Bernard vit maintenant avec Alice, qui est artiste peintre. Lui termine ses études en psychologie. Leur vie est paisible, sans histoire. Le couple s'entend bien. Alice sait que Bernard fait des voyages mystérieux hors du temps. Il les lui a décrits et elle est certaine qu'il ne s'agit pas d'expériences imaginaires. Mais elle en a peur. Comment être sûr que tout cela n'est pas sans danger? C'est donc quand il est seul que Bernard explore d'autres univers. Les sorties du corps se passent de deux façons. Le moment de la sortie, soit il est occulté, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur et puis on est à l'extérieur sans avoir de transition, ou alors il y a une extraction du corps éthérique et qui peut se passer par le haut du corps, assez souvent par le haut du corps, qui monte comme ça, qui sort par le haut de la poitrine ou la tête. Et une fois qu'on est dehors, les sensations que l'on a principalement, ce sont des sensations de vitesse, un déplacement très très fort, très très rapide. Également les sensations liées aux couleurs, un monde plus transparent, mais en même temps on garde les sensations de vent dans les oreilles. L'expérience dite de sortie du corps n'est pas farfelue du tout. D'abord, on n'est pas obligé de l'appeler sortie du corps. C'est une expérience tout court. C'est une expérience de votre conscience, c'est une expérience aussi énergétique, et il y a beaucoup de manières d'identifier cette expérience-là qui la place dans un tout autre champ que le farfelu ou la fabulation. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les gens sont hors de leur corps? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce cerveau? Quelle est l'activité du cerveau? Alors cette activité du cerveau qu'on a mesurée, ça n'est pas l'activité de l'éveil quand on est éveillé, ça n'y ressemble pas, ça n'est pas non plus l'activité du sommeil, et ça n'est surtout pas l'activité du rêve. Donc on ne peut pas prouver l'existence du voyage hors du corps, mais on sait que le voyage hors du corps n'est ni un état d'éveil, ni de sommeil, ni de rêve. Le phénomène a intrigué de nombreux scientifiques. Mais si les résultats des recherches américaines et russes n'ont pu démontrer l'existence des sorties du corps, elles ont pu prouver par contre l'existence d'un état mental propre au voyage astral. Je vivais depuis 8 ans avec Alice et nous étions très, très unis, mais bon, comme beaucoup de couples, il y a eu quelques dissensions et nous avons décidé de prendre un peu de champ. Et il y avait longtemps que je voulais aller en Inde, donc j'ai profité de cette occasion et j'y suis allé. Quand je suis arrivé dans le Vieux Delhi, se sont produits des phénomènes que je connais déjà et je sais qu'à ce moment-là, je vais sortir du corps. Et je quitte mon corps en étant branché sur Alice. Je suis arrivé au-dessus de Paris et puis ensuite dans l'appartement. J'ai vu sa forme, la forme du lit, j'ai vu l'appartement, j'ai reconnu les lieux. Bernard ?
C'est vraiment une surprise assez incroyable de voir quelqu'un qui est là et à qui vous parlez. Et c'était impossible puisqu'il était en Inde et moi à Paris, donc de le voir là aussi présent. Il était représenté physiquement, mais disons d'une façon beaucoup plus un peu fantôme, enfin un peu transparente. Ça n'a pas duré très longtemps. De retour à Paris, Bernard s'est séparé d'Alice. Il ouvre un cabinet de psychothérapie tout en poursuivant ses sorties du corps. Un jour, il apprend une terrible nouvelle. Sa mère est gravement malade. Les médecins n'ont aucun espoir. Elle est condamnée. Chaque jour, Bernard s'attend au pire. Sa mère qu'il adore va le quitter. Déchiré par le chagrin, il ne peut supporter cette angoisse permanente. Peut-être une sortie de corps l'aidera-t-elle à supporter sa peine. Mais ce voyage va être différent des autres et le faire pénétrer dans un univers d'épouvante et de douleur. C'est extrêmement difficile, où j'ai vu, je dirais, tous les défauts que je peux avoir amplifiés à l'extrême, et en plus, l'univers n'était que mon propre défaut. Donc j'étais vraiment enfermé dans une souffrance sans fin, une souffrance sans limite. Pour les milliers de personnes qui ont pratiqué Voyageurs du corps, il y en a énormément qui sont recensés, eh bien, il n'y a pas a priori de danger physique. Le danger, il existe et il est autre. C'est que lorsqu'on sort de son corps, on passe dans le domaine de la conscience. La conscience, c'est aussi l'inconscient, c'est-à-dire toutes les peurs, tous les sentiments qui sont refoulés, qui se trouvent en soi. Des peurs, mais aussi des désirs, des envies, des pulsions, des tas de choses dont va être la proie à partir du moment où on sort de son corps, où on rentre dans ce monde de l'esprit et de la pensée. Bernard Raquin a-t-il réellement, comme il le croit, voyagé dans le bas astral, c'est-à-dire l'enfer ? Ou est-ce son chagrin qui a tout simplement provoqué ces terribles visions ? Le choc est extrêmement violent, il y a une émotion très très forte, et je sors moi aussi de mon corps et elle sort. Et on se retrouve tous les deux debout comme des formes blanches lumineuses, et là on se rapproche et on se met à danser. C'était vraiment quelque chose d'inouï, c'était la danse de l'âme. J'étais à la fois dans un corps physique qui sanglotait et qui souffrait, et à la fois dans une allégresse extraordinaire, mais vraiment les deux extrêmes au même instant. Le problème, ce n'est pas qu'il faut mettre en doute l'authenticité de ce que disent les gens quand ils rapportent un voyageur du corps, c'est qu'il faut relativiser, disons, l'objectivité de leur témoignage. Ce sont des choses qui se passent dans une autre dimension, un monde purement mental. L'expérience de Bernard Raquin n'est pas unique. Depuis des siècles, des milliers de personnes dans le monde sont persuadées qu'elles arrivent à sortir de leur corps pour explorer d'autres univers. Ces voyages sont-ils dangereux comme le pensent certains scientifiques ? Ce monde mental existe-t-il vraiment ou n'est-il que la projection de notre imagination ? On a beau être habitué à Mystère, il y a quand même de quoi surprendre. Dites-moi Bernard Raquin, vous qui êtes un habitué du voyage astral, à quand remonte votre dernier voyage et où êtes-vous allé ? Si ce n'est pas indiscret. Il y a quelques semaines, je suis resté en France, dans la région d'Orléans.
Je voulais revoir des lieux auxquels j'étais attaché. J'ai visité une maison qui était vide. C'est une maison où j'ai vécu et qui donc voilà vide. Plusieurs semaines que vous n'êtes pas sorti de votre corps. Ça peut vous arriver à l'improviste, vous qui avez une longue expérience? Non, plus maintenant. Non. Ça m'est arrivé à l'improviste. Il m'est arrivé de ne pas contrôler l'endroit où j'allais, mais maintenant je ne sors plus sans décider, quoi. Sauf, je précise quand même, sous le poids de l'émotion, parce que très souvent la sortie hors du corps se passe dans un état émotionnel très intense ou dans un état de très grande relaxation. Alors moi je voudrais me tourner vers quelqu'un qui a beaucoup évolué, semble-t-il, sur ces problèmes-là, Catherine Lemaire. Vous êtes neurophysiologiste, vous avez pratiqué, vous avez même pratiqué en situation d'expérimentation scientifique, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a appris, et comment aujourd'hui voyez-vous ce phénomène? Réel ou imaginaire, je dis bien. Si on le prend pour une croyance, il n'y a pas à discuter. On sait que quand on croit à quelque chose, on n'a pas envie d'en discuter. Mais vous-même, quand vous faisiez des sorties hors du corps, vous y croyiez? J'y croyais beaucoup, pas complètement, mais beaucoup. C'est surtout que je ne voulais surtout pas penser que ça n'était pas vrai. J'avais besoin de croire absolument. Et puis, ce besoin a disparu. Et j'ai repris mes notes. Ouais. À partir de là, pour être cohérent, j'ai été obligé de me proposer une théorie strictement imaginaire. Sinon, c'était totalement incohérent. Parce que dans toutes les expériences recensées de par le monde, aucune sortie hors du corps, aucun voyage astral n'a apporté un début de preuve, Jérôme Bourgine? Un début de preuve, des débuts si, des preuves véritables non, dans la mesure où la science est capable de mesurer des effets, des faits surtout mesurables, c'est-à-dire avec des appareils qui sont des appareils matériels concrets. Enfin, quand Alice voit Bernard, son témoignage est crédible? Absolument. Donc si on passe au niveau du témoignage, évidemment le voyage hors du corps est prouvé des centaines et même des milliers de fois. Maintenant, prouver avec une machine, une balance ou une lunette, qui est des appareils de visée qui reposent sur nos sens, ça c'est pas possible puisque ça fonctionne sur la conscience. Si quand on est vraiment triste on fait un voyage horrible et quand on est en pleine forme on fait un voyage agréable, ça accrédite quelque part l'idée que finalement c'est une émanation du mental et du psychisme au moment donné, à un moment donné. Quand on se libère du schéma de la sortie du corps et qu'on devient libre vis-à-vis de tout ça, on peut vivre absolument tout ce qu'on imagine. Vous en parlez comme si ça avait été épouvantable pour vous. Vous êtes libéré maintenant parce que vous n'y croyez plus, c'est drôle. Non, je suis libéré des contraintes que je m'imposais avec ça. Il y a une chose qui me libère, c'est de ne plus avoir besoin de croire. Ça, c'est une libération extraordinaire. C'est enfin un sentiment de liberté. Alors, oui, Jérôme... Je vais répondre aussi. Oui, allez-y. Alors, juste simplement, il y a tout simplement des tas de personnes qui n'ont absolument pas besoin de croire et qui vivent la chose en toute innocence, sans y croire ou ne pas y croire. Ça fait des millions d'années que ça se pratique et je crois que ça va continuer encore des millions d'années. Mais il y a peut-être des dangers, je dirais, d'ordre psychologique. Non, je ne crois pas. Je crois que le véritable danger, c'est que quand ça arrive aux gens, ils ne savent pas à qui s'adresser pour trouver des explications. Ils se tournent vers le clergé qui leur dit c'est une affaire de mystique, ça ne peut pas vous arriver. Ils se tournent vers les psychiatres qui leur disent c'est une affaire de pathologie, ça ne peut pas vous arriver ou ça ne doit pas vous arriver. Des profils psychologiques, Catherine Lemaire, à qui c'est déconseillé, non? D'abord, vous dites que c'est dangereux. Oui, je dis que c'est dangereux. Pourquoi? Je vous rappelle, entre parenthèses, que beaucoup de nos mystiques qui pratiquaient le voyage en esprit, comme les catholiques l'appellent, ont perdu tout contrôle de leur conscience pendant des moments assez durables. Mais attendez, vous Maintenant, dites pourquoi c'est dangereux? On risque quoi, de devenir fou? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut être dangereux chez des gens qui le pratiquent intensément, entendons-nous bien. Parce qu'il a l'air tout à fait normal et lui, il voyage presque tous les jours. Il y a plusieurs risques. Il y a des sorties des retours, des sorties de l'état de conscience particulier, mal faites, qui laissent un état où on ne sait pas très bien comment on est. Oui, parce que l'univers où on va, c'est en quelque sorte la projection de son univers inconscient, donc on risque effectivement d'y faire des découvertes curieuses. Le deuxième, c'est dans quel état de vigilance on le pratique. Si on le pratique
dans les moments transitionnels d'endormissement et d'éveil, les mécanismes peuvent se détraquer. Je peux vous dire qu'on peut le payer très cher. Le troisième... On le paye quel prix? On perd le contrôle de sa vigilance, on perd le contrôle de sa conscience, et on peut mettre plusieurs années à récupérer. C'est-à-dire qu'on devient quoi, complètement schizophrène? Non, on vient plus proche de bouffées délirantes, c'est-à-dire tout d'un coup, hop, on est parti, hop, on revient, hop, on est parti. Et vous avez connu des gens comme ça? Je me suis déjà connu moi-même, ce qui est déjà pas mal. La quatrième chose, beaucoup de ces personnes qui pratiquent intensément, y compris quand je l'ai fait, sont en ligne de fuite. Le goût de la vie, le corps de désir, le corps astral s'appelle le corps de désir. Pourquoi voulez-vous que j'aille le foutre là-haut et pas ici, hein? Les gens qui le mettent trop là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Démissionnent de la vie n'est pas agréable, il n'y a pas un bon vin, une bonne table et un bon amant. Je veux dire, c'est pas mal. La façon dont en parle Madame le maire me donne à penser qu'elle a dû avoir des sorties malheureuses. J'ai eu des sorties très heureuses, hein, à tel point que je n'ai pas su m'arrêter quand il était temps que je m'arrête et que je me suis détraqué les mécanismes de la conscience et de la vigilance. Parce que j'étais une toxico du voyage astral, parce qu'il y avait eu un coup dur dans la vie, que je ne voulais pas y faire face, hein, et que je m'envoyais en l'air avec mon amant décédé. Bon, voilà. Bon, jusqu'au jour où j'ai accepté qu'il était mort et que c'était mon fantasme. Mais vous allez ouvrir des horizons à plein de gens. Vous en savez des choses. C'est formidable. En tout cas, merci de votre franchise. Merci de votre franchise. Alors, nous avons invité aussi Mario Mercier. Mario Mercier, il est, sinon chaman, du moins initié au chamanisme, parce que je ne crois pas qu'il y ait de chaman en France. Or, l'une des facettes du chamanisme, c'est justement ces sorties hors du corps. Vous-même, est-ce que vous pratiquez cette décorporation? Le voyage et l'extase. Extase, qui vient du grec, qui veut dire hors de soi-même, est une spécialité typique du chamanisme qui a son origine en Sibérie. Donc, ce voyage s'appelle Kamleni, se fait dans la yourte, c'est-à-dire dans les huttes, avec tout le village. Mais le chamanisme, ça se réduit à ce que vous venez de dire, c'est quoi le chamanisme? Eh bien, tout le monde en a entendu parler, mais finalement personne ne sait ce que c'est. Oui, le chaman on va parler d'abord de chaman, après de chamanisme. Le chaman tend à être l'homme total. C'est un médium, un intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est en somme une sorte d'homme univers. Je dis il tend à être l'homme total parce qu'il connaît sa petitesse, ses imperfections, parce que plus on diminue et plus l'univers grandit. Et il est musicien, acrobate, artiste sacré, guérisseur, c'est-à-dire homme médecine, guérisseur, c'est-à-dire voyant de l'âme. Voyant de l'âme. On appelle ça homme médecine. Mais il est tout ça. Bon. Et il y en a encore des chamans ou c'est... faut remonter vraiment à des siècles? Il y en a beaucoup qui se disent chaman. Moi, je pratique le chamanisme parce que c'est un état de conscience et une liberté. Et moi, mon chamanisme, ça passe surtout par l'art, la poésie et le culte des arbres, la nature, la forêt. C'est ma façon d'être... Oui. Bon, alors, ce voyage se fait et on peut aller très loin, on peut aller dans les autres planètes et toutes les sociétés primitives anciennes pratiquent ce voyage du double. Et pour le chaman, le rêve est une affaire de double, de dédoublement. Mais le dédoublement peut être valable à l'extérieur s'il a un but, une motivation. Aider quelqu'un, soulager une personne, apporter de l'amour, apporter une force. S'il est fait gratuitement, ça tombe un peu à plat, c'est un peu inutile. Parmi ces maîtrises, Mario Mercier, parmi ces dons, il y a ce que l'on appelle la maîtrise du feu. Alors, Mario Mercier a bien voulu se prêter à une expérience de maîtrise du feu, et je l'invite maintenant à me suivre. À ses côtés, alors, mon confrère de TF1, Yves Calmejane, qui va lui servir d'assistant. Et puis, Ranky. Ranky est là pourquoi? Parce que Ranky est illusionniste. Il préside le comité d'expertise illusionniste. Et il est là pour bien vérifier
que Mario Mercier n'a aucun truc, car les illusionnistes font également se livrent à ce genre d'exercice, mais bien sûr, ils ont un truc. Vous voyez les braises qui rougeoient, et Mario Mercier se frotte les mains avec. Une bien rouge. Yves Calmejane souffle sur les braises avec le soufflet. Le protocole rempli, c'était quoi? Eh bien, nous avons mis Mario Mercier dans l'impossibilité totale de frauder, c'est-à-dire d'employer des techniques illusionnistes telles que nous pouvons les employer, puisque nous sommes parfaitement capables de faire la même chose, mais évidemment en employant des trucages. C'est quoi votre truc alors? Le trucage, je peux vous dire que nous faisons des trucages sans vous dévoiler en quoi il consiste. C'est un produit, c'est même un mélange de produits. On ne va pas donner le nom du produit parce que tout le monde va se précipiter et puis tout le monde va se brûler parce qu'il faut savoir l'utiliser. Mais enfin, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça parce qu'on peut se brûler. Non mais insistez là-dessus parce on peut se brûler. J'imagine qu'il y a des gens qui ont regardé cette expérience et pour peu qu'ils se prennent pour des chamans, sans initiation. Il faut être préparé, mais il n'y a pas de truc là-dedans, c'est un état d'être. Il n'y a pas de subterfuge, c'est un état d'être. Là, je suis formel. Et alors comment cet état d'être vous rend quasiment insensible à la brûlure? Là, c'est retour à la case départ, c'est toute la question. C'est pas tout à fait qu'on est insensible, il y a quand même un picotement qu'on sent, mais c'est tout. Ça s'arrête là, parce que il y a une sorte d'alliance spirituelle avec le feu. Merci d'avoir pris le risque de vous livrer devant les caméras de mystère à cette expérience. Très très étonnante, je dois dire. Merci Marie, merci. La suite de Mystère dans quelques instants. Le crime était presque parfait. La police s'apprêtait à classer l'affaire. Mais au-delà de la mort, la victime a parlé. Elle a désigné son assassin et elle a même donné des indices. Voici comment une voix d'outre-tombe a permis d'élucider une affaire criminelle. De quoi en tout cas faire rêver naturellement tous les policiers de France et de Navarre. Et à ce propos, Éric Pigani, puisque vous connaissez bien les États-Unis, est-ce que la police américaine et éventuellement la police française a recours à tout ce qui relève des médiums et de la médiumnité pour faire aboutir des enquêtes? Disons, en recours, chacun sait que de temps en temps et fort occasionnellement, les policiers américains comme les policiers français, mais je dirais que c'est un peu plus ouvert du côté des États-Unis, font appel à des médiums. Alors évidemment, un cas comme celui de Terista, celui qu'on vient de voir, est un peu exceptionnel, puisque là on fait appel à la grande médiumnité. Mais on connaît les cas de radiesthésistes qui essayent de retrouver une personne disparue, etc. Notre ami Jean-Louis Crozier travaille avec certaines brigades de gendarmerie en France. Bon, alors, Éric Pigani, vous avez étudié pendant de longues années ce que l'on appelle les channels aux États-Unis, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un livre que vous avez publié qui s'appelle Les Channels également. Ce que l'on vient de voir là, c'est quoi? C'est du channeling, et c'est quoi le channeling? Le terme channel veut dire canal, c'est-à-dire en anglais, quelqu'un qui a la capacité de rentrer en contact avec une autre forme de conscience, c'est-à-dire une personne décédée, un ange, on va dire, une entité divine, voire un extraterrestre, et par là délivrer un message précis. Donc une information qui ne lui appartient pas en propre. D'accord. Alors ce que l'on vient de voir là, c'est du channeling. C'est un cas typique de channeling, mais un cas spécifique, c'est-à-dire qu'il va recouvrir un seul type d'information, celui qui concerne Terista, qui a donc été assassiné. Est-ce que n'importe qui peut être channel? Est-ce que c'est fréquent? Et je me retourne vers Gilles Guattari, parce qu'en tant que psychothérapeute, vous avez à connaître de ces problèmes. Alors, il faut savoir que ce qui paraît ici exceptionnel, mais sous un caractère un peu morbide... C'est banal. Banal, non. Je reprendrai ce qu'a dit Éric Pigani, c'est important. On a tendance à avoir les façons, vous savez, d'une manière un peu dogmatique. Soit c'est un phénomène de croyance, et il y a des scientifiques rationnels, cartésiens, qui sont prisonniers aussi de leurs croyances. Lorsqu'on a affaire à ce type de problème,
Il faut savoir que les personnes d'abord sont dans un état de choc, dans un état émotionnel. Et si vous voulez, leur vision... Vous en avez vu dans votre cabinet qui sont arrivés en me disant, docteur, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors il faut savoir qu'il y a deux cas. Ces personnes sont quand même exceptionnellement sensibles au départ, dans tous les cas de figure. Ce qui est arrivé ici à cette personne, il faut savoir que si on retrouve un peu son histoire, dans son enfance, on va retrouver quand même, si vous voulez, des potentiels. Hein. En valeur absolue, toute personne peut être médium ou channel. Moi, j'ai travaillé avec des enfants notamment qui étaient des surdoués. Et pendant des années, je me suis dit deux solutions. Soit ce sont des extraterrestres qui viennent et je pourrais jamais être comme eux. Soit nous sommes des milliards de génies endormis. Eric Pigani, et je voudrais que vous nous racontiez l'histoire. Les bras m'en sont tombés quand je l'ai lu. Dans votre livre, c'est l'histoire de Rosemary Brown. C'était une femme de ménage anglaise qui vit encore actuellement. Qui s'est tout à coup mise à composer de la musique sous la dictée de oui, mais comme ça, compositeurs sans relaxation, sans hypnose, à table de sa cuisine. Sur la table de sa cuisine, à prendre des partitions, à écrire de la musique de Chopin, Liszt, Schubert, Bach, Beethoven et les autres, avec pratiquement l'écriture du compositeur et avec dans le style de la musique du compositeur, alors qu'elle ne connaissait rien à la musique. Cela dit, attention, on va dire, les scientifiques, entre guillemets, ou les psychologues qui l'ont étudiée, ont remarqué qu'elle était dans un certain état modifié de conscience, un certain état de transe. On ne peut pas être complètement conscient et être en même temps channel, c'est-à-dire recevoir une information ailleurs. On n'est pas dans la conscience du moment présent. Mais au niveau de la santé physique, mentale, on a vu que ça pouvait comporter des dangers. C'est fatigant ? Alors bien sûr que d'une part c'est dangereux et c'est très perturbant pour la personne, car la personne qui est dans une réalité, elle a ses repères, brutalement les projeter dans une autre dimension. Qu'est-ce que vous faites alors quand il y a quelqu'un que ça a vraiment dérangé ? Alors là, il faut mettre de côté tout ce qu'on en a appris, tout ce qu'on a cru. Il faut complètement accompagner la personne. Déjà, c'est plus une voix de cœur parce que la personne, elle est dans sa réalité. Et il ne s'agit pas de tomber dans le piège en disant, bon, cette personne, elle est hors de quelque chose. Il faut que je la ramène dans ma réalité à moi, parce qu'on va voir que c'est très perturbant, y compris pour le thérapeute. Et il faut complètement l'aider à vivre ce qu'elle a à vivre. Lorsqu'elle arrive à apaiser au niveau du choc émotionnel, une fois qu'elle arrive justement à être apaisée et surtout à être crue dans ce processus, il y a toujours amélioration. D'ailleurs, on s'est aperçu que le mécanisme, là, le phénomène a arrêté lorsqu'elle a pu, le message qui a été reçu, bon, on a trouvé le voleur et le phénomène s'est arrêté. Enfin, est-ce que ça n'est pas quelque chose à pratiquer avec modération ? On ne peut pas devenir channel un matin, on dit je vais devenir channel. Hein, vous savez, aujourd'hui, il y a tout un syndrome de gens qui entendent des voix, qui disent voilà, je suis venu pour sauver le monde, etc. C'est à la mode et il y a toute une mouvance. Non, il faut être très prudent. Souvent, ce sont des manifestations qui sont spontanées, voire difficiles. On sait bien que les médiums sont des personnes sensibles et très fragiles et elles captent beaucoup de choses. Mais comme elles ont justement leur propre filtre, leurs propres émotions, lorsque vous allez voir un médium ou une voyante, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont sentir des choses qui vous appartiennent et les trois quarts sont des choses qui appartiennent à la personne. Elles vont projeter. Et c'est là le piège. Le channel est complètement imbibé. Mais justement, comme en fonction de ses propres filtres, parce qu'elle a aussi des protections, elle va capter quoi ? Soit va le capter une réalité, ou alors d'autres plans qui peuvent être flous et très justement perturbants pour la personne. Il faut toujours aider la personne à se centrer, à retrouver son centre, quoi qu'il arrive. Merci Eric Pigani, merci Gilles Guattari. Merci. Au début, il y avait Augusta. C'était en 1830. Aujourd'hui, il y a Marie-Josée. Puis il y a aussi sa petite fille, Marion, qui possède déjà le don. Entre elles, toute une dynastie de voyantes. Voyantes de mère en fille en quelque sorte. Regardez. Depuis 1830, toutes les femmes de ma famille ont eu le don de la voyance, qui se perpétue aujourd'hui chez ma fille, Marie-Josée, de son nom professionnel, Madame Comte, et qui se perpétuera encore chez ma petite fille, Marion. C'est l'histoire d'une dynastie de femmes qui depuis 160 ans sont voyantes de mère en fille, à Marseille. La voyance est-elle un don héréditaire ou bien une science transmise de génération en génération ? Dans cette famille, avant d'être initiée à la voyance, chaque femme doit tout d'abord avoir une révélation, une vision prémonitoire.
Marion est la petite dernière. Pourra-t-elle elle aussi prédire l'avenir comme les 6 générations qui l'ont précédée? Tu sais, Marion, je vais te raconter un secret. L'histoire de notre famille. Tout a commencé vers les années 1830. Le cirque Arnaud poursuit son périple à travers les routes de France. Ma trisaïeule Augusta est équilibriste. En revenant d'une courte promenade, elle a eu une vision. Elle s'est vue tomber et elle a distingué un lit d'hôpital. Elle s'est vue avec les jambes bandées. Elle a très peur. Une vision, c'est quelque chose que l'on voit d'une façon tout à fait imprévisible, sans que pour cela on ait à aller le chercher. C'est un flash qui s'impose à la personne qui le voit. Ce soir-là, pour la première fois, Augusta a peur de faire son numéro. Elle en parle au directeur du cirque. Il la rassure. Monsieur Arnaud, je voudrais vous parler. Qu'y a-t-il, Augusta? C'est avec confiance qu'Augusta met le pied sur le filin. Et pourtant... La vision n'a pas menti. Le filin a cassé. Augusta a été hospitalisée pendant 3 mois. Comment expliquer qu'elle ait vu ce qui allait se passer ce soir-là? Grâce à cette chute, elle va se rendre compte qu'elle possède un don étrange, celui de voir l'avenir. Elle s'initie au tarot et à lire les lignes de la main. Ayant rejoint le cirque, elle fait des voyances et se marie. 17 ans plus tard, sa fille Florence s'apercevra elle aussi qu'elle peut voir le futur. Mais parfois, ses révélations sont terribles. Maman, tu sais que je vais mettre une petite fille au monde. Je sais. Tu sais aussi que je ne lui survivrai pas. Cesse de t'inquiéter ainsi. Florence ne s'est pas trompée. Elle est morte en donnant naissance à une petite fille, Anne. Augusta élève la fillette dans le cirque, elle lui apprend le métier d'écuyère, elle lui apprend les tarots, les lignes de la main. Lorsqu'elle a 17 ans, elle se prépare pour faire son numéro d'écuyère. Mais là, elle voit le fils du cirque Arnaud, Jacques. La vision s'estompe. Anne ne comprend pas. Il était accompagné d'une petite fille. Et Anne voit une espèce de colosse. Il disparaît aussitôt lui aussi pour faire place à un 3e homme. Et revient le colosse rieur avec 3 autres petites filles. Que t'arrive-t-il? Tu ne m'as pas entendu t'appeler. Anne. Elle explique sa vision à sa grand-mère, qui aussitôt comprend que son avenir sera basé sur cette vision. Et c'est ce qu'elle lui dit toute ta vie. Tu retrouveras ce que tu as vu dans le miroir. Le miroir ne s'est pas trompé. Anne aura 3 maris et 6 filles. Et elle saura toujours à l'avance les épreuves qu'elle va subir. Quand son mari est hospitalisé après une chute grave, Anne sait déjà ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas. Dans la chambre, il y a un autre malade. Mais il n'y a plus d'espoir. Le médecin ne peut que constater sa mort.
Mais Anne, elle, sait que ce n'est pas vrai. Non, dit Anne, il n'est pas mort. Le médecin la regarde, il est surpris et il voit Anne mettre des petits talismans auprès du malade. Le médecin s'en va un petit peu excédé. Il revient le lendemain matin. Le jeune homme est toujours vivant et le restera. Voyez ce que vous voulez. Ce garçon est vivant et c'est cela l'important. Pouvez-vous alors m'expliquer pourquoi vous avez ôté ces cailloux de la table de nuit de votre mari? Vous lui avez ôté une chance, non? Parce qu'il sera mort avant midi. Et cela, je le sais depuis des années. Et en effet, quelques instants plus tard, la prédiction d'Anne se réalise, à la grande surprise du médecin. De tout temps, ma famille a utilisé les pierres, les poudres, les feuilles séchées, les fleurs séchées. On pouvait prendre ceci pour de la sorcellerie, alors que ça n'était pas, c'était simplement un porte-bonheur, quelque chose qui lançait des ondes positives et qui chassait les ondes négatives. En 1900, après avoir vendu le cirque, Anne ouvre un cabinet de voyance rue d'Aubagne, en plein centre de Marseille. Sa fille Clémence prendra sa suite et de ses 5 enfants, Julia sera la plus douée. Ma mère m'initia à tous ces petits secrets, m'a appris la technique des tarots, me fit assister à certaines de ses consultations. Je vous présente ma fille, Julia. Je lui apprends mon métier. Et j'ai pensé que cela ne vous gênerait pas si elle assistait à notre séance. N'est-elle pas un peu jeune? J'ai commencé plutôt qu'elle. Et ne vous inquiétez pas, elle peut tout entendre. Comme je vous l'avais conseillé, vous avez été voir un médecin. Tout à fait, mais il m'a trouvée en pleine forme. Qu'en penses-tu? Je pense que cette femme est malade, pas gravement, mais malade. La petite Julia ne s'était pas trompée. L'avenir lui donna raison. La cliente était en effet malade. Les conseils, ma mère m'en a beaucoup donné, particulièrement quand j'ai assisté à une consultation. Elle m'a demandé si je m'étais bien concentrée, qu'est-ce que j'avais ressenti. En somme, c'est presque se dédoubler. Elle me disait, il faut être la cliente en face de toi et non pas toi-même. Tu te dépersonnalises pour être l'autre personne, plus toi-même. Tu te débarrasses de tes pensées et tu arriveras à capter la personne en face de toi. Voilà les conseils qu'elle me donnait. En 1940, Julia a 20 ans. Elle travaille dans le café de son père, mais ce qu'elle préfère, c'est regarder la mer. Je me retourne et je vois un garçon splendide. C'était Bastien Pancrazi. J'ai de suite su que ce serait lui mon mari. Qu'y a-t-il? Quelque chose de grave? Non, non. Je vois que tu te marieras avec une blonde. Mais pas tout de suite. Un événement fâcheux t'en empêchera. Je savais qu'il serait l'homme de ma vie, mais je savais qu'il y aurait un empêchement entre nous. Et l'empêchement, c'était la guerre. Bastien! Tiens, cela te protégera. J'ai fabriqué un talisman qui avait déjà fait ses preuves. Je l'ai magnétisé. J'en étais persuadée qu'il ne lui arriverait rien tant qu'il aurait ses pierres auprès de lui ou sur lui. Et en 1946, nous avons pu nous marier. Julia a ouvert un cabinet de voyance. Mais son don lui servira aussi à sauver son mariage.
lorsque j'ai vu ces jeunes femmes, il y en avait une qui n'a jamais regardé mon mari, et c'était la seule que mon mari ne regardait pas non plus. Mais dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'il me trompait avec elle. Alors, le lendemain, je les ai suivis, je les ai attrapés. Mon mari était catastrophé parce que c'est ennuyé de son mari avec une voyante. Julien et Bastien auront 2 enfants, Alain et Marie-Josée. Une nouvelle fois, l'histoire va se répéter. Marie-Josée révélera très tôt qu'elle possède le don des femmes de la famille. Souvent, je me mettais derrière une porte, j'écoutais une consultation. Ma mère, bien sûr, me faisait assister à ces consultations de façon à pouvoir m'imprégner, disons, de ce milieu dans lequel, finalement, toute la famille a évolué. Je pense que ma fille, Marion, sera la 7e génération de voyante. Ce que je souhaite surtout, c'est remplir mon rôle et donc initier Marion de la même façon que j'ai été moi-même initiée, lui apprendre tout ce que l'on m'a appris. Marion n'a que 5 ans. Pourtant, elle a déjà eu sa première vision et celle-ci s'est révélée exacte. Va-t-elle perpétuer cette étonnante dynastie de femmes aux dons si mystérieux? Eh bien, Julia Pancrazi, la voici. Dites-moi, voyante de mère en fille, mais il n'y en a pas eu une seule qui n'ait pas eu le don dans la famille? Oui, j'ai eu ma sœur, nous étions 3 filles, dont 2 avaient le don, la 3e ne l'a pas eu. Et vous, Marie-Josée, vous est venu tout de suite à l'esprit que vous seriez voyante, très très jeune? C'est-à-dire, ce qui s'est passé surtout, c'est que ma première manifestation de voyance s'est produite à l'âge de 4 ans. Là, j'ai vu ma grand-mère, comme je vous vois. Sa main a frôlé ma joue. Elle m'a souri. Il faut quand même aussi dire que ma grand-mère était décédée depuis à peu près 10 ans avant ma naissance. Et donc, j'ai gardé en moi un souvenir extraordinaire de ce moment-là. Et alors, la petite Marion que l'on voit d'ailleurs dans le court-métrage, la 7e. Qui est âgée de 5 ans? Oui, c'est ça. C'est cela? Oui, c'est ça. Elle a le don, elle aussi, mais comment vous en êtes aperçue? Écoutez, ma fille a déjà des prémices de voyance, parce que j'ai constaté qu'elle perçoit la maladie et la douleur. Par exemple, récemment, elle a senti la maladie chez une personne qui venait me consulter. Alors, la personne attendait, Marion lui parlait, et tout à coup, elle lui a dit toi, t'es malade, je vais te guérir. Donc, ça m'a quand même un peu étonnée parce que la personne était vraiment malade, mais ça m'a aussi beaucoup touchée parce qu'elle a déjà en elle, si vous voulez, ce besoin d'aller vers les autres, ce besoin d'aider. Et je crois que c'est des qualités premières pour une voyante. Mais enfin, on ne peut pas commencer ça trop petit. Marion, absolument, à l'âge de 5 ans, serait capable... Non, mais ça se fera progressivement. On ne peut pas la projeter trop tôt dans ce monde de voyance, qui est un monde, bien sûr, merveilleux, mais c'est aussi très dangereux. C'est dangereux, c'est fatigant de pratiquer la voyance au quotidien? C'est dangereux, oui, parce qu'on peut en arriver finalement à perdre son identité. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Louise, une des tantes à ma mère, qui finalement s'est jetée à corps perdu dans la voyance. Elle a multiplié les séances d'occultisme. Elle n'a pas su maîtriser son don. Donc ça peut être très dangereux, oui. Très dangereux. Elle s'est éteinte à l'âge de 33 ans. À cause de la voyance? Oui, parce qu'elle ne savait pas supporter le métier pour lequel elle était faite. Elle n'arrivait pas à maîtriser son don. Est-ce que l'on peut raisonnablement, à votre avis, Gérald Gassiot-Talabot, parler d'une hérédité de la voyance? Eh bien, c'est un phénomène que j'ai rencontré dans ma quête des voyantes, mais dont je constate qu'il est assez rare relativement. Il est vrai que chaque fois que je l'ai rencontré, c'est dans des cas précis et touchant des régions précises, notamment la Corse, la Bretagne, l'Auvergne, le Berry. Sinon, je vois que la voyance apparaît d'une façon innée et en dehors d'une transmission familiale. Il est évident qu'il y a un don qui se développe, qui apparaît, et la première fois qu'une vision se fait, notamment chez un jeune enfant, dans
un certain nombre de cas, c'est une voyance douce. L'enfant sent quelque chose. Il y a Didier qui disait qu'elle s'était aperçue qu'elle était voyante parce qu'elle répondait aux questions avant qu'on les lui pose en classe. Bon, c'est une façon normale de... Mais très souvent, il y a des voyances qui ont un caractère assez tragique. Un enfant tout petit perçoit le décès de quelqu'un dans sa famille et le dit. Alors évidemment, ça sème ça crée un stress absolument épouvantable. Et c'est à cause de ça, très souvent, que l'on veut museler le don dans certaines familles. On a peur. On y voit quelque chose de négatif. Moi, je pense que c'est quand même naturel. C'est une chose qui se développe au fur et à mesure. Ouais. Mais voilà, absolument. Si vous voulez, c'est une chose à l'état brut qui s'affine au fur et à mesure. Il n'y a pas de rituel initiatique. Il y a quand même aussi l'initiation, si vous voulez, il y a quand même deux choses, le naturel et l'initiation. Est-ce que on peut parler de voyance par Minitel ou par téléphone? Alors ça, je n'y crois pas du tout. Je veux dire, enfin moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a peut-être des gens qui, par la voix, peuvent percevoir quelque chose, mais je pense qu'un contact doit s'établir. Je pense qu'une communication doit se faire, et ça ne peut se faire, à mon sens, que par une présence. C'est ça. Donc tous ceux qui prétendent pouvoir lire notre avenir par d'autres moyens que le contact nous racontent des histoires. Ça me paraît vraiment très difficile. C'est votre avis, Gérald Gassio-Talabo? Oui, assez. Je sais bien qu'il y a des voyances par téléphone. Il arrive très souvent qu'on téléphone à une amie voyante et qu'on a un problème, mais qu'elle vous répond. Elle vous dit quelque chose. Ah, mais si elle vous connaît déjà, c'est peut-être pas pareil. Elle le connaît déjà. Mais c'est pas du tout, c'est pas une pratique normale. Et d'ailleurs, ça se fait malgré le fait qu'on passe par un appareil, par le téléphone. Mais les gens qui s'installent sur et qui ne professent que comme ça, avec le téléphone, ça, je suis extrêmement réticent. Aussi. Bien. Madame Pancrazi, merci. Merci Marie-Josée. Merci Gérald Gassio-Talabo. Avant de nous quitter, un autre mystère. Vous avez été très nombreux, en effet, à nous demander comment il était possible de participer à cette gigantesque chasse au trésor qui se déroule à Rennes-le-Château, et à nous demander de revoir le film que nous avions tiré de cette affaire. Voici donc le mystère de Rennes-le-Château, le mystère de la Bessonnière, et bonne chance. Nous sommes dans le sud de la France, dans la belle région de l'Aude. Une région chargée d'histoire, mais aussi de mystère. Car c'est ici que serait caché un fabuleux trésor. Tout a commencé sur cette colline, qu'on nomme la colline envoûtée, et qui surplombe un petit village d'une trentaine d'habitants, Rennes-le-Château. Un village qui reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier, attirés par la légende du trésor de la Bessonnière. Je suis tout à fait persuadé que la Bessonnière a découvert, sinon un trésor, du moins un magot d'une certaine importance. Je suis persuadé, mais il s'agit d'une conviction intime, je ne peux en aucun cas la démontrer aujourd'hui, qu'il reste quelque chose. Mais ce quelque chose, est-ce que ça provient du trésor de la Bessonnière, ou est-ce que ça provient d'un autre dépôt, d'une autre nature? Là est la question. La Bessonnière reste une énigme pour de nombreux historiens. C'est un homme intelligent, volontaire et ambitieux. Mais il n'est qu'un modeste curé de campagne. Il est pauvre et pourtant il a vécu comme un seigneur. C'est en 1885 que Béranger Saunière est nommé curé à Rennes-le-Château. Quand il pénètre dans son église pour la première fois, il est atterré. L'église est en ruine, la voûte s'affaisse, la toiture est délabrée. Pour rénover cette église, il faudrait beaucoup d'argent, et la Bessonnière n'a pas un sou vaillant. Il va donc tout d'abord faire appel au maire de Rennes-le-Château, mais ce sera en vain. Les villageois sont trop pauvres pour financer de tels travaux. La Bessonnière ne se décourage pas. Il va trouver une riche donatrice.
est certain qu'il a eu un don de la comtesse de Chambord, puisqu'il le mentionne, assez important, puisqu'il est de 3000 francs or. Alors, la restauration a démarré tout d'abord par le remplacement, l'enlèvement du vieux maître-autel qui est très, très ancien et dont on a une description fidèle, puisque l'abbé lui-même a écrit que le maître-autel était formé d'une pierre brute soutenue par 2 piliers dont un sculpté. Et c'est dans ce pilier sculpté que l'abbé Saunière va faire une première trouvaille, à savoir des documents. Mon arrière-grand-père disait, un soir, alors qu'il descendait du clocher, alors que les ouvriers étaient partis et qu'ils étaient en train, les ouvriers, de démolir tout ce qu'il y avait dans l'église, en particulier la vieille chaire, il va voir un objet brillant, un lieu de gravat, et à côté d'un vieux balustre. Alors il s'en approche, et je pense qu'il a dit Macarel Quesaco, puisqu'il a vu que c'était effectivement une fiole qui contenait un petit bout de papier à l'intérieur. Bien sûr, il s'empresse de porter sa découverte à l'abbé Saunière. Il attend probablement une réponse, mais l'abbé Saunière lui dit évasivement, ce sont certainement des reliques, ça n'a aucune importance. Et à partir de ce jour-là, l'abbé Saunière, donc, ne parlera plus jamais, malgré les quelques approches qu'a essayé de faire mon arrière-grand-père, de cette trouvaille. C'était pour lui des reliques, point final. Mais mon arrière-grand-père n'était pas dupe, je crois, puisqu'il a toujours dit chez nous, c'est grâce à moi que l'abbé Saunière est devenu riche. On constate à première vue que le graphisme est presque incompréhensible sur la tombe d'une dame de haute naissance. Si on pose comme hypothèse de travail que le T signe le trésor, on a d'autres possibilités que de suivre les autres T pour voir s'ils se trouvent en place. Celui-ci est correct. Celui qui devrait se trouver dans le mot Haute-Poule a été effacé, ou plus exactement, il manque. Celui de Blanchefort est à la bonne place. Celui du mot 7 a été décalé pour prendre la place qui logiquement revenait à la lettre P. Quant au dernier, il se trouve dans un mot fabriqué de toutes pièces qui est le mot catin, par glissement et césure au mauvais endroit du mot requiescat. La césure devrait donc se trouver ici. Et nous avons l'interprétation évidente qu'apparaît. Le trésor n'est pas ou n'est plus chez les Haute-Poules, absence du T. Il a été déplacé. Il se trouve au milieu du mot catin, qui nous renvoie au mot latin catinum, qui signifie grotte ou caverne. Dans son journal intime de 1892, l'abbé note « Jeudi 21, découverte d'un tombeau ». Et à partir de ce moment-là, il se lance dans les travaux et dépense sans compter. Il achète 6 terrains, fait construire la tour Magdala pour sa bibliothèque, la villa Béthanie où il va résider et recevoir fastueusement de nombreux invités prestigieux. Les repas sont raffinés, l'alcool coule à flot. Il entretient même une relation soutenue avec une des femmes les plus célèbres de l'époque, la cantatrice Emma Calvet. Et bien sûr, l'église est somptueusement restaurée. Comment expliquer que ce modeste curé de campagne va dépenser la somme astronomique de 2,5 milliards de centimes? Marie Desnarnaud disait aux habitants de Rennes-le-Château, vous marchez sur de l'or. Et elle disait aussi, avec le trésor de l'abbé Saunière, on pourrait nourrir le village pendant 100 ans.
et encore il en resterait. Et c'est par tous les moyens qu'encore aujourd'hui, on cherche le trésor. Coup, hein. Ça fait du bon boulot. Hein. Là, on est sur un coup super. Hein. On ne peut pas vous le dire. Dans une affaire comme ça, je crois que le mieux, c'est de travailler l'intuition. Et travailler l'intuition, c'est peut-être regarder une carte topographique, jouer avec la toponymie, les courbes de niveau, un certain nombre de signes conventionnels de la carte, et essayer arbitrairement de relier entre des points qui, en principe, n'ont pas forcément de connexion. Et on a un certain nombre de chances, à partir de là, de voir se dessiner des pistes. Une fois qu'on a ces pistes, on peut en dérouler certaines, et il arrive que certaines de ces pistes nous amènent à des choses intéressantes. Pour beaucoup de chercheurs, la piste commence dans l'église où l'abbé Saunière a installé un étrange bénitier et une inscription. Par ce signe, tu le vaincras. L'abbé nous indique-t-il ainsi que par les signes de croix, le trésor peut être trouvé? Il est certain que ce bénitier présente un phénomène magnétique étrange. Si l'on place une boussole au pied des statues, on s'aperçoit qu'elle indique 3 directions différentes. Suivons cette direction en ligne droite. La première croix que nous rencontrons est celle du Calvaire, à la sortie de l'église de Rennes-le-Château. Si nous continuons dans cette direction, sur quelques kilomètres, nous allons atterrir dans un autre village, Rennes-les-Bains. Juste à l'endroit où se trouve le cimetière, précisément sur une tombe qui est marquée bizarrement d'une flèche. Nous avons donc ainsi tracé notre première ligne. Si nous repartons du calvaire de Rennes-le-Château et que nous suivons la même direction en ligne droite, allons-nous trouver sur le chemin une autre croix. Au bord d'une route, en pleine campagne, il y a en effet la croix de Gavigno, qui fait face à Rennes-le-Château. Nous avons donc établi un triangle en reliant les 3 croix. Et c'est dans ce périmètre que des centaines de chercheurs creusent en vain depuis 30 ans pour trouver le trésor de l'abbé Saunière. Il est certain que de nombreux témoins ont vu pendant des années l'abbé Saunière parcourir les sentiers de la région. Que cherchait-il? Avait-il obtenu des renseignements sur l'emplacement d'un autre trésor? Ou choisissait-il une cachette pour y enfouir son magot? Un des indices qu'on a retenu, c'est que l'abbé Saunière est allé à Paris faire déchiffrer des parchemins et qu'il est revenu avec une reproduction d'un tableau de Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Pourquoi a-t-il choisi cette reproduction? Selon certains experts, le fond de ce tableau ressemble étrangement à certaines montagnes de la région. Et le point d'où l'on peut voir ces 2 montagnes se situe au lieu dit le tombeau d'Arc. Ce tombeau d'Arc est en ligne droite avec la croix de Rennes-les-Bains et celle des Gavignons. Nous allons donc agrandir le triangle et joindre le tombeau d'Arc à Rennes-le-Château. Sur le chemin, nous trouvons les vestiges du château de Blanchefort, surplombant une falaise aux grottes mystérieuses. Toujours en ligne droite, à quelques kilomètres devant nous, Rennes-le-Château. Est-ce dans ce 2e triangle que se trouverait le trésor? Officiellement, les fouilles sont interdites. Mais la nuit, les recherches continuent. Qu'aurait donc trouvé l'abbé Saunière? Les hypothèses sont nombreuses et les avis sont partagés. S'agit-il du trésor des Mérovingiens ou de celui du roi Salomon rapporté par les Romains? D'autres encore pensent que c'est le trésor de la reine Blanche de Castille ou celui des Templiers qui se cache dans ses grottes et ses rivières souterraines. Après 30 ans de recherche, je pense effectivement que ce trésor existe toujours, et s'il existe toujours, il est bien là.
être chercheur, c'est vouloir accéder à la vérité cachée. Donc au moment où vous mettez la main dessus, c'est une joie tellement profonde que vous la gardez pour vous. Pardon monsieur, bonjour. Bonjour. On peut vous poser quelques questions? Mais vous pouvez toujours. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Je cherche le fabuleux trésor de Rennes-le-Château. Je ne sais pas si c'est moi qui le trouverai, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Depuis plus de 30 ans, Rennes-le-Château garde jalousement son secret et le mystère du trésor de la Bessonnière continue de nous faire rêver. Bien, nous allons bientôt nous séparer. Nous retrouverons bien sûr pour un autre mystère dans un mois, mais attendez, avant j'ai quelques informations à vous donner. Si vous désirez assister à l'émission, toujours pareil, 3615 code TF1 sur votre Minitel. Si vous avez des histoires extraordinaires à nous communiquer, vous les envoyez à l'adresse que voici. Mystère, boîte postale 20 08 92 518 Boulogne-Cedex. Bonsoir, à dans un mois.